Aujourd'hui, de quoi sera faite l'année 2020? Un regard sur ce qu'il faut savoir. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette émission spéciale de RDI Économie, Prospective 2020. Au cours de la prochaine demi-heure, nous allons jeter un regard sur ce qu'il faut surveiller justement dans les prochains mois. Le gouvernement minoritaire à Ottawa, les changements climatiques, l'élection présidentielle aux États-Unis, la guerre commerciale avec la Chine, les surplus budgétaires à Québec, les marchés boursiers aussi, et j'en passe. Trois invités avec nous, la professeure Annie Chaloux, spécialisée dans les changements climatiques, le professeur Richard Ouellet, spécialisé dans le commerce international, et Vincent Delisle, spécialiste des marchés et de l'économie. À vous trois, bonjour et bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous pour participer à cette émission qui est une tradition à chaque année où on essaie de regarder ce qui s'en vient en 2020, ce qui est important. On y va tout de suite avec un premier sujet qui est le gouvernement minoritaire, le mandat numéro 2 de Justin Trudeau. Qu'est-ce que vous allez surveiller de près? Qu'est-ce qu'il faut voir dans cette année-là? Ça va être une année qui est très difficile, qui va être névralgique pour le gouvernement en termes de positionnement sur les questions climatiques parce que les élections nous ont montré un schisme important et donc le gouvernement libéral va devoir négocier à la fois avec le NPD, le Bloc québécois, le Parti vert pour plus d'enjeux environnementaux, plus de place au changement climatique et le Parti conservateur qui, coûte que coûte, va essayer de faire un peu dériver le navire sur la question du climat. Donc, ce sera vraiment l'enjeu climatique d'abord et avant tout qui va retenir l'attention. Pour vous, Richard Ouellet? En matière de relations économiques internationales, le Canada devra ménager ses partenaires commerciaux, s'assurer d'avoir de bonnes relations, au premier chef avec les États-Unis. La mise en application de l'ASEUM devra se faire convenablement. La ratification de la ECG qui n'est pas terminée, on est toujours à la merci d'un vote négatif d'un des parlements, d'un des États membres de l'Union. Alors, le Canada, européenne. De l'Union européenne. Donc, le Canada devra continuer de faire de la diplomatie dans ce sens-là. Et avec la Chine, il faudra apaiser nos relations avec la Chine. Les relations n'ont pas été très bonnes en 2019, on le sait. Et il faudra prendre des décisions en 2020. Est-ce que c'est la priorité du gouvernement Trudeau que de rétablir un rapport plus intéressant avec la Chine? C'est important parce que c'est un marché tellement important et il y a des positions à prendre. Le Canada est un peu le dernier à prendre position à propos de Huawei, la fameuse compagnie qui a besoin du 5G pour opérer sur le marché canadien. La plupart des pays dans le monde ont pris une position très tranchée et très claire. Les États-Unis, c'est non, avec un certain nombre d'autres États. Dans l'Union européenne, c'est oui. Et le Canada est toujours quelque part entre les deux. Donc, il y aura des positions claires à prendre en 2020. Vincent Delisle, qu'est-ce que vous surveillez en 2020 au Canada? On a un gouvernement minoritaire. Alors, ce qui va aider notre gouvernement, c'est si l'économie canadienne et mondiale va bien. Alors, il faut surveiller si la reprise économique mondiale se confirme en 2020. Ça a été plus difficile, plus modeste en 2019. Mais également l'apaisement des tensions avec les prairies. On a nommé Chrystia Freeland pour venir s'occuper du dossier Ottawa-Alberta. Alors, si l'économie va mieux à l'échelle mondiale, le prix du pétrole un peu plus élevé, ça pourrait apaiser les tensions domestiques et donner un peu plus de marge de manœuvre à notre gouvernement minoritaire. Marge de manœuvre, en tout cas, il y en a sur le plan budgétaire à Québec. Voici François Legault. Je vais être très clair avec les syndicats, je vais être très clair avec les municipalités. Il n'y a pas actuellement de marge de manœuvre une fois qu'on respecte nos engagements. Il n'y a pas de marge de manœuvre, dit le premier ministre Legault. En même temps, les surplus ont été quand même spectaculaires, au-delà de 8 milliards, presque 8 milliards 500 millions lors de l'exercice précédent, avant le versement au Fonds des générations. Qu'est-ce qu'on fait des surplus? Plusieurs choses qui peuvent être faites sur le plan des surplus budgétaires, mais ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'il va y avoir énormément de choix que le gouvernement du Québec souhaite poser. On peut penser, par exemple, à la question du troisième lien, qui, si ce projet-là va de l'avant, va nécessiter énormément de fonds, alors que si on réfléchit dans une logique de changement climatique, bien, le gouvernement Legault va devoir se positionner durablement et peut-être réfléchir à la manière dont ces surplus-là pourraient être plus efficacement répartis en termes de dette carbone, d'adaptation au changement climatique. Donc, ces zones-là devraient être des zones qui soient aussi priorisées si on souhaite éviter qu'il y ait une dette future aux générations qui soit faite sur cette question-là. Comme si nous avions une chance, bien que les surplus ne sont pas tous de façon structurelle, là, ne vont pas nécessairement se reporter d'une année à l'autre,
mais il y a une chance ici d'investir davantage. Tout à fait. Et dans les questions de transport, notamment de transport collectif, d'électrification des transports, et aussi, on en parle peu, mais sur les questions d'adaptation au changement climatique, les inondations qu'il y a eu en 2019 nous ont vraiment montré que le gouvernement doit se positionner et être encore plus à l'avant-garde sur ces questions-là d'adaptation au changement climatique, sans quoi les coûts vont juste aller en grimpant de façon exponentielle dans les prochaines années. Vincent ou Richard, là-dessus, Vincent? Bien, ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis plusieurs années, les surplus au Québec, c'est quelque chose de différent par rapport à ce qu'on était habitué dans les années passées. Les marchés financiers, donc les gens qui prêtent au Québec, les marchés investisseurs l'apprécient énormément. Alors, ce qui a été fait dans les dernières années, on s'assure d'assainir le bilan, on réinvestit à gauche et à droite, on se garde un coussin, on investit dans le fond des générations. Tout ça fonctionne. Le Québec emprunte à un taux d'intérêt qui est plus bas que l'Ontario actuellement. On ne pensait pas voir ça. Alors, il faut également réaliser que ces surplus-là, on les doit à un contexte macroéconomique qui a été excessivement favorable au Québec. Tant mieux, ça risque de se poursuivre, mais il ne faut pas oublier de se garder une marge de manœuvre pour des jours qui vont être un peu moins ensoleillés. Absolument. Bien sûr. Richard Ouellette? L'important, je pense, c'est d'investir pour l'avenir. Alors, je partage tout à fait là, les recommandations ou les visions là, qu'ont mes deux collègues. J'ajouterais qu'on a un gouvernement qui est très économique, le gouvernement Legault. C'est une des missions qu'il s'est donnée. Une des choses qu'il a déjà entreprise et qu'il devra bien faire atterrir dans l'année 2020, c'est la réforme d'Investissement Québec, où on veut faire prendre un virage numérique, un virage vert. On veut augmenter la productivité des entreprises québécoises, augmenter les exportations, augmenter les investissements étrangers ici. On sait que récemment, le premier ministre Legault était en Californie pour essayer d'amener plus de sous au Québec. C'est ce virage-là qui devra être fait pour bien préparer l'avenir économique du Québec. Et donc, mettre en application également, à notre tour, tous les accords commerciaux qu'on signe. Oui, absolument. Parce que ces accords-là sont signés, mais leur mise en œuvre n'est pas toujours parfaitement bien faite. Et le gouvernement Legault a encore un petit os là, avec le gouvernement fédéral. On sait que dans le discours du trône qu'on a entendu début décembre de la part du gouvernement du Canada, on a promis une compensation aux agriculteurs québécois qui sont dans le secteur laitier. Mais il faudra voir la couleur de cet argent-là pendant l'année qui vient. Troisième sujet, les États-Unis, l'élection en novembre. Je pense que s'il y a un événement en 2020 que la planète Terre va suivre, c'est la réélection ou la non-réélection du président Trump. C'est ce qu'on va surveiller de près. Vincent Delisle, peut-être d'abord là-dessus. Qu'est-ce que vous surveillez de près par rapport à ça? C'est sûr que l'agenda politique des républicains pour 2020, c'est d'abord d'être réélu, c'est évident, mais avec une économie qui s'améliore. Ce que M. Trump avait annoncé lorsqu'il est rentré au pouvoir il y a 3 ans, on réduit les impôts, on veut croître à un rythme beaucoup plus fort que sous l'ère d'Obama. Le chiffre de 3 % de croissance du PIB, c'est le niveau de la vitesse de croisière que le président Trump veut atteindre. Et dans les derniers trimestres de 2019, ce rythme de croisière-là a baissé. On est davantage à 1,8, 1,9 actuellement, ce qui est correct. Mais une des raisons pour laquelle l'économie américaine a ralenti en deuxième moitié de 2019, c'est que les effets néfastes de la guerre commerciale dans le secteur manufacturier, secteur agricole, commencent à avoir des effets dévastateurs. Alors, ça veut probablement dire une accalmie au niveau des tensions commerciales à l'échelle mondiale. M. Trump va peut-être continuer à japper, mordre un petit peu moins, mais c'est sûr que les républicains vont vouloir que l'économie s'accélère pour détourner l'attention des procédures de destitution, pour détourner l'attention à l'égard des ratés de la politique internationale américaine. Donc, ça va être très centré sur l'économie. Baisser les impôts, peut-être? Baisser les impôts... Du moins en parler. Écoute, ça a été fait. Il y a un besoin criant d'investissement d'infrastructures aux États-Unis. Quiconque se promène aux États-Unis réalise, on arrive dans un aéroport, ça fait pitié. Et ça, c'est une mesure qui pourrait être promise pour faire repartir la machine du côté de nos voisins. Richard Ouellette. Ce que je vais surveiller, moi, dans cette élection-là, c'est la question de savoir qui aura le plus d'impact sur le discours des républicains. Est-ce que ce seront les protectionnistes qui continueront de dire nous avons intérêt à protéger notre marché, America's best, puis on n'a pas avantage à faire trop de commerce avec trop de nations? Ou est-ce que ce sera plutôt une certaine partie de la communauté d'affaires et un autre discours, donc, qui dit apaisons les tensions commerciales, on n'aura pas de relance si on est en guerre avec tout le monde, et il faut s'assurer que les choses vont bien à l'Organisation mondiale du commerce, avec la Chine, avec nos partenaires. Donc, lequel de ces deux courants l'emportera et influencera le discours des candidats à la présidence? Annie Chaloux.
Bien, toujours sur les questions d'environnement, en fait, la position de Trump a toujours été claire, du président, notamment sur la fermeture des centrales au charbon, sur le faible investissement dans les énergies renouvelables, le retrait des États-Unis aussi à l'accord de Paris. Donc, tout ça montre que la position des États-Unis, elle est très claire. Et pour les démocrates, ça va être comment on se positionne face à toutes ces mesures-là qui ont été de détourner, de briser un peu tout le régime qui avait été mis en place sous la présidence d'Obama. Donc, ça va être de voir dans quelle mesure ils vont être capables de vendre cette notion-là de Green New Deal, par exemple, qui était mise de l'avant par certains élus démocrates. Donc, comment ils vont réussir à faire en sorte qu'un nombre suffisant de citoyens soit derrière eux sur cet enjeu-là, c'est pas simple. Le président Trump, en tout cas, a mis au cœur de sa politique des tarifs douaniers sur à peu près tout ce qui bouge et de plus en plus. Lorsqu'un tarif tombe, il y en a un nouveau qui s'ajoute, surtout avec la Chine. The second largest economy in the world should not be permitted to declare itself a developing country in order to game the system at others' expense. For years, these abuses were tolerated. Vincent Delisle, les tarifs douaniers sont là pour mettre fin aux abus, dit le président des États-Unis. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ces tarifs douaniers demeurent en place, à ce que ces tensions commerciales demeurent élevées? Je pense que les tensions vont demeurer élevées, mais ce qu'on a surtout vu en 2018-2019, c'était une phase d'escalade. Alors, le point de départ en 2018, c'est qu'il n'y en a pas de tarifs. Les États-Unis ont ajouté quelques 500 milliards de tarifs sur les exportations chinoises. Et vers la fin 2019, on a senti que les deux parties se parlaient davantage. Donc, fin de l'escalade, ce serait déjà une bonne nouvelle. Pourquoi fin de l'escalade en 2020? Parce que les deux ont besoin d'un deal. Les deux ont besoin de s'entendre. Au début de la guerre commerciale, les Américains, l'économie américaine roulait très, très fort et l'économie chinoise avait comme un genou à terre. Deuxième moitié de 2019, si on regarde dans le Midwest américain, tous les États, M. Trump veut se faire réélire, tous les États qui sont plus liés au commerce, à l'agriculture, souffrent beaucoup. Et aux États-Unis, ça va encore bien, mais il y a une récession industrielle, une récession dans le secteur manufacturier. Donc, les forces en présence, États-Unis, Chine, ont besoin que l'escalade arrête, ont besoin d'une accalmie. Et on l'a vu vers la fin 2019, on s'est réveillé une semaine et M. Trump attaquait l'Argentine, attaquait le Brésil. Donc, oui. Est-ce qu'il est en train de faire un virage pour continuer de se battre contre des proies qui sont un peu plus faciles? Un mot là-dessus, Richard Ouellette? On a affaire à une guerre qui est très difficile à prévoir. Selon l'heure et le jour où on surveille les informations, le président Trump souffle le chaud ou le froid. Donc, il est difficile de voir comment cette guerre-là va prendre feu ou s'éteindre pendant l'année 2020. Une chose est sûre, c'est que les deux ont intérêt à ce qu'on règle les choses. On a affaire à une Chine, ne l'oublions pas, qui arrive un peu à la fin de sa capacité de financer d'énormes infrastructures. La fameuse route de la soie qu'ils ont mise en place, on sait que la Chine a de plus en plus de difficultés à la financer. Et aux États-Unis, la guerre commerciale a bien montré qu'elle ne livrait pas ses fruits. Ça ne ramène pas de l'emploi sur le marché américain. Alors, tout le monde a avantage à ce que ça se règle. Ce sera à voir lequel des deux présidents va baisser le ton le premier. Avant d'aller à la pause, les marchés boursiers, Vincent Delisle, en 2020, dans votre boule de cristal, après une pas pire année 2019 quand même? Je dirais plus que pas pire. On parle de rendements qui ont été qui est au-delà de 20 dans la plupart des régions. Très, très surprenant. Ce qui est assez inusité aussi, parce que si on regarde l'année économique en 2019, ça a été beaucoup plus modeste, mais les marchés ont fait du plus 20, alors qu'en 2018, l'économie allait bien et les marchés avaient été légèrement négatifs. Donc, il faut toujours tenir ça en compte. Les marchés boursiers tentent d'escompter ce qui va arriver. Alors, cette année, en 2019, ça a bien été parce qu'on a eu des taux d'intérêt qui ont baissé. On a senti que les banques centrales sont revenues pour faire repartir la machine, aider les économies qui ralentissaient. Nous, ce qu'on commence à voir, c'est que le ralentissement en Asie se stabilise. Alors, il faut surveiller ce qui se passe en Asie, tout près de la Chine, en Corée, les exportations. Ouais. C'est là que la planète économique reprend son tonus et surtout surveiller ce qui va arriver au taux d'intérêt. Ils ont baissé en 2019. S'ils remontent légèrement, on risque d'en laisser un peu pour les gains boursiers. Vincent Delisle, Richard Ouellette, Annie Chaloux, merci beaucoup. Mais restez là. Deuxième partie dans un instant, édition spéciale Prospective 2020.